commence cette audition. Donc, Monsieur Maurice Pierre Planel, merci de votre présence aujourd'hui et d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc le président du comité économique des produits de santé. Dans le cadre de la mission qui est la nôtre, jusqu'à aujourd'hui, nous avons surtout concentré nos auditions sur les services de l'État ou de la fonction publique territoriale. Il nous a semblé également intéressant de pouvoir vous convier à vous exprimer ici en tant que, si j'ose dire, entre guillemets, représentant de la fonction publique hospitalière aussi, ou en tout cas en tant qu'individu qui œuvre dans cette fonction publique-là. Je pense que vous êtes également confronté à des problèmes de déontologie, à des cas de possibles conflits d'intérêts. Il nous a donc semblé intéressant de vous donner la parole à ce sujet-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse faire l'audition comme suit, c'est-à-dire que vous nous faites une petite présentation de votre institution, des missions qui sont les siennes, et puis ensuite vous aborderez en fonction du questionnaire les points que vous avez trouvés intéressants, et on finira par un échange avec les collègues ici présents et vous sur les questions que certains d'entre nous souhaitent approfondir. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette invitation. Vous me permettrez, puisque sur les sujets dont nous allons parler ce matin, il importe de ne pas s'élever au-dessus de sa condition, d'apporter 2 précisions. Donc, je ne peux pas être là en tant que représentant de la fonction publique hospitalière. Donc je suis bien là en tant qu'un agent public au service, enfin, président d'un organisme dont une partie de la tutelle est assurée par le ministère de la Santé et le ministère de la Sécurité sociale. À titre personnel, je suis fonctionnaire du Sénat en détachement. Je me suis évadé, donc je suis en détachement depuis 7 ans à l'extérieur. Et donc, je vais m'exprimer en tant que président du comité. Voilà. Par ailleurs, toutes les questions qui m'ont été posées sont intéressantes, mais je ne me permettrai de répondre qu'à celles qui concernent directement le CEPS. Après, je peux avoir un avis personnel, mais je ne suis pas sûr qu'il ait son importance et son intérêt dans cette enceinte. Alors, la première question que vous me posez est celle de l'institution que je préside. Alors, le CEPS a une particularité qui est relevée de plus en plus, c'est que c'est un organisme dont le métier est de fixer le prix des médicaments, pour simplifier à l'extrême. Voilà. Donc fixer le prix des médicaments à la fois à l'entrée sur le marché, donc à la première commercialisation, et puis tout au long de la vie du produit, puisqu'en fait, la vie d'un prix est amenée à bouger, et à bouger à la baisse dans la quasi-totalité des cas, tout au long de la vie du produit. Donc ça en fait effectivement un organisme sous l'œil attentif de la presse, des corps de contrôle, des parlementaires et en fait de l'ensemble de nos concitoyens quant à sa manière de travailler et aux résultats qu'il produit. Voilà. À titre personnel, je tiens à souligner que le président du CEPS est soumis à une déclaration publique d'intérêt, il est soumis à une déclaration de patrimoine et, si j'ai bien compris, à un mandat de gestion. Donc, si vous permettez, je vais enchaîner tout de suite avec la deuxième question, parce qu'elle permettra de compléter cette introduction sur le cadre légal et réglementaire. Alors, je tiens à insister sur 3 points. Le premier, c'est la spécificité du CEPS, qui n'a pas de statut juridique. Le CEPS n'est pas un service de l'État, le CEPS n'est pas un établissement public administratif, le CEPS n'est pas une autorité administrative indépendante. Nous sommes un comité qui est doté de moyens administratifs. Enfin, vous me posez la question, donc l'effectif du comité, c'est 23 ETP, dont 3 postes vacants, donc j'ai 15% de mon service qui n'est pas pourvu. J'en suis à mon 8e rapport administratif d'un corps de contrôle qui demande au pouvoir public de renforcer les moyens du CEPS pour qu'il puisse exercer ses missions. Donc voilà, donc nous sommes une structure ad hoc et ça soulève un certain nombre de questionnements juridiques justement pour savoir quelles sont les règles qui nous appliquent, puisqu'en fait on ne peut pas par exemple nous appliquer les règles applicables à une autorité administrative indépendante, puisque nous ne rentrons pas dans cette case-là. Donc la question du statut entraîne un certain nombre de questionnements sur les mécanismes, enfin de questionnements sur la manière dont les mécanismes juridiques relatifs à la transparence et à la déontologie s'appliquent à nous. Et donc, en fait, ils s'appliquent à nous par des mesures sui generis, parce que nous ne sommes pas une autorité indépendante, parce que le président du CEPS n'est pas nommé au Conseil des ministres, et donc, en fait, les mécanismes qu'on applique traditionnellement pour étendre les obligations de transparence dysfonctionnent, enfin, en tout cas, ne sont pas adaptés à la situation particulière du CEPS, qui, pourtant, de par ses missions, est sous l'œil de l'ensemble des acteurs publics,
Pour prendre un exemple extrêmement concret, l'année dernière, il y a eu 3 campagnes de presse, Médecins du Monde, la pétition des professeurs Vernon et Marin-Linky, et la Ligue contre le cancer, sur le prix du médicament, sur la manière dont fonctionnait le CEPS, etc. Donc, la première question qui m'était posée, c'était de savoir quelles sont les dispositions qui s'appliquent à nous. Alors, moi, je suis très mal à l'aise avec le rapport de la Cour des comptes auquel il est fait mention, parce que pour moi, les mécanismes qui ne s'appliquent à nous ne découlent pas de la loi du 29 décembre 2011 et de l'article L1451-1 du Code de la santé publique, mais ils découlent du Code de la sécurité sociale et de l'article L162-17-3 du Code de la sécurité sociale. Alors, derrière cette argutie juridique se dissimule un certain nombre de situations extrêmement concrètes. La première, c'est que la disposition du Code de la sécurité sociale date de 2004. Donc l'obligation de déclaration publique d'intérêt, elle ne date pas de 2011, elle date de 2004. Alors me direz-vous, la loi de 2011 est essentiellement une loi de rationalisation et d'approfondissement, et elle a repris en partie des dispositions qui existaient précédemment. Mais pour nous, et la loi de 2016 qui place un déontologue auprès du CEPS, la disposition mère, le socle des dispositions qui s'appliquent à nous, c'est bien le L162-17-3, qui est bien l'article qui a été modifié dans la loi de 2016 pour placer un déontologue auprès de nous, alors que la loi de 2011 était votée et donc on pouvait s'interroger. Donc ça veut donc dire que nous avons une disposition ancienne. Quels sont les problèmes qui se posent avec le 162-17-3 ? Le premier, c'est qu'aussi paradoxal que ça puisse paraître, nous sommes allés au-delà des obligations législatives qui s'imposent à nous. L'article du Code de la sécurité sociale dit que les déclarations publiques d'intérêt doivent être faites par les membres du CEPS. Donc, les membres du CEPS sont définis par la loi et le règlement. Ce sont le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, le directeur général de la santé ou son représentant. Enfin, il y a 10 membres de droit du CEPS. Pourquoi je dis que nous sommes allés au-delà ? C'est parce qu'en fait, nous avons considéré que les agents du CEPS qui participent aux délibérations du CEPS et qui donc peuvent être amenés à connaître des dossiers devaient également être soumis à cette obligation de déclaration publique d'intérêt. Et donc, ça a été fait avant 2011. Voilà. Mais on sait très bien que de toute façon, même dans le vide législatif qu'on peut constater de manière théorique, on ne reviendra pas en arrière et que c'est la pratique que nous avons qui doit être appliquée. Donc, quels sont les problèmes que soulève le rattachement à la loi de 2011 ? Il y a la question du formulaire. Donc, bien évidemment, nous utilisons maintenant le formulaire de DPI, qui est celui du champ de la santé. Et nous n'avons pas de formulaire spécifique qui soit un truc qu'on a inventé dans notre coin. Voilà, donc on utilise... Nous considérons que nous ne tombons pas sous le coup de l'article L1451-1. Par contre, nous utilisons le décret d'application de cet article qui donne le formulaire de déclaration de DPI. Le sujet le plus compliqué pour nous, c'est les autres obligations qui découlent de la loi de 2011. Donc, le 1451-1 est l'article sur les déclarations publiques d'intérêt. Il est suivi d'un article sur les obligations de publicité des travaux. Et donc, en fait, sur le fait que les agences sanitaires et l'ensemble des organismes cités au 1451-1 doivent rendre publics les comptes rendus de leurs travaux. Or, toute l'activité... Alors, nous tirons de cette situation deux choses. La première, en dehors de l'article du Code de la sécurité sociale qui nous semble être la référence législative à laquelle nous devons nous référer en priorité, la première chose, c'est que nous ne sommes pas une instance d'expertise sanitaire. Contrairement à l'Agence nationale de sécurité du médicament, contrairement à la Haute Autorité de santé, le métier du CEPS n'est pas de faire l'expertise scientifique des produits. Voilà, vous savez qu'en fait, le prix d'un médicament, le critère prioritaire de fixation du prix d'un médicament, c'est sa valeur thérapeutique, c'est-à-dire à quoi il sert. Est-ce qu'il est mieux que ce qui existe déjà, ou est-ce qu'il est pareil voilà, donc cette évaluation-là, elle est faite par la HAS. Le métier du CEPS, c'est le prix, et donc le prix, c'est pas de l'expertise scientifique. C'est une négociation, parce qu'en fait, c'est comme ça que la loi le prévoit, puisque c'est une convention entre le laboratoire et le CEPS. Donc, nous considérons que nous ne sommes pas une instance d'expertise sanitaire. Et deuxièmement, nous considérons que, bien que le critère ne soit pas défini par la loi, et bien que le critère ne relève que d'une jurisprudence de la commission administrative à la fin de la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, les délibérations du CEPS sont couvertes par le secret industriel. Enfin, en tout cas,
tout ou partie des délibérations du CEPS sont couvertes par le secret industriel et commercial, puisqu'en fait, dans une négociation de prix, les laboratoires viennent en nous donnant des éléments sur leur chiffre d'affaires, sur le chiffre d'affaires global, le chiffre d'affaires attendu du produit, les prix, donc le positionnement. Nous avons à débattre du positionnement du produit par rapport aux autres produits existants sur le marché, puisque en fait, le système français est un système qui est fondé sur la comparaison. Donc en fait, on compare le produit avec les produits déjà existants, pour savoir s'il doit être plus cher, au même prix ou moins cher. Et donc en fait, ces éléments-là, et la Cour des comptes ne le conteste pas d'ailleurs, parce que dans le rapport de l'année dernière auquel le questionnaire fait référence, la Cour ne pose la question que de la publication des procès-verbaux en dehors des éléments couverts par le secret industriel et commercial. Et donc en fait, ce que j'ai coutume de dire, c'est que, bien évidemment, si une réflexion sur le sujet est ouverte et si la législation est modifiée, ben, on appliquera la législation, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Parce que, vous savez, je prends toujours cet exemple, il ne faut pas qu'on soit dans une mauvaise série américaine où le journaliste d'investigation, après des mois de travail, découvre le compte-rendu secret de l'attaque du drone, et en fait, tout est caviardé. Et dans ces cas-là, le remède est pire que le mal. Donc, si nous devons être amenés à publier des éléments, des comptes-rendus de nos travaux, il faut que nous puissions en publier le maximum d'informations, et non pas être amenés à faire un compte-rendu intégral qui ne serait pas public et un compte-rendu public qui serait une synthèse ou une partie expurgée de ces éléments tarifaires, alors qu'en fait, les gens qui demandent à voir nos comptes rendus, en dehors des corps de contrôle et du Conseil d'État en cas de contentieux, sont intéressés par évidemment les chiffres et donc la partie qui est potentiellement couverte par le secret industriel et commercial. Voilà. Je dis potentiellement parce que c'est un sujet avec lequel je suis assez mal à l'aise en l'absence de définition légale. Et parce que, comme c'est une jurisprudence de la CADA, comme toute jurisprudence, elle peut être amenée à évoluer. Donc, dans ces cas-là, il faudra en tirer les conclusions qu'il se doit. Par ailleurs, pardonnez-moi d'être grossier et désagréable, mais tous ces sujets nécessitent des moyens. C'est-à-dire que dans cette salle, ça semble évident, parce que les assemblées parlementaires, depuis leur création, publient leurs procès-verbaux et rendent publics tous leurs travaux, mais ça supposerait qu'on donne une salle de réunion équipée de micros et de moyens d'enregistrement, ce qui n'est pas exactement le cas aujourd'hui. Non, pas du tout. Mais dans les questions que nous abordons aujourd'hui, la question des moyens ne doit pas être exclue totalement. Je vais continuer sur le rapport de la Cour des comptes. Que nous reprochait le rapport de la Cour des comptes l'année dernière? Il nous reprochait de ne pas forcément être à jour sur les DPI. C'est-à-dire qu'en fait, l'actualisation annuelle sur un certain nombre de DPI pouvait avoir des retards. Soit, je n'ai pas, nous n'avons pas contesté ce constat de la Cour, et nous nous sommes attachés à le corriger d'ailleurs depuis que la Cour l'a fait. Mais ça suppose d'avoir les moyens de les contrôler. La question est réglée, il y a maintenant un déontologue dont c'est la tâche. Mais voilà, la Cour nous interrogeait sur la manière dont nous faisions des DPI d'experts. Sur le fait qu'à un temps, et en fait le temps était extrêmement précisé, la Cour disait, dans le cas de l'hépatite C, vous avez, le comité, et d'ailleurs pas seul le comité, a auditionné des experts qui avaient des liens d'intérêt avec les laboratoires concernés. La question a été très simplement réglée, nous ne recevons plus d'experts médicaux. Voilà, comme ça on ne se pose plus la question de leur lien. Et l'année dernière, quand nous avons traité la question des nouveaux médicaments contre le cancer, nous avions besoin d'auditionner un expert parce que ça pose des questions d'évolution des stratégies thérapeutiques. Et donc on avait besoin de savoir comment le marché allait évoluer et comment la pratique allait évoluer. Et ben, on a auditionné Agnès Buzyn, parce qu'on s'est dit, Agnès Buzyn, elle remplit toutes les conditions posées par la Cour des comptes, et par nous. De métier, elle est oncologue. Elle a été présidente de l'INCa, elle est présidente de l'HAS, puisqu'à l'époque où nous l'avons auditionnée, elle était présidente de l'HAS. Donc, on en conclut qu'elle n'a pas de lien d'intérêt, donc on peut l'auditionner. Mais on ne trouvera pas des experts avec des DPI aussi clairs dans tous les cas de figure. Donc, on réduit maintenant le champ de l'expertise. Voilà. Ceci étant, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit plus en amont dans l'audition. Nous ne sommes pas une instance d'expertise, donc nous n'avons pas besoin d'auditionner les experts. Après, la Cour des comptes pose une question qui est très intéressante. La majeure partie des reproches qui nous sont adressés, c'est de ne pas demander de DPI, de déclaration publique d'intérêt, aux industriels.
Moi, je veux bien demander une DPI à des industriels. Mais si je demande à une DPI à des industriels, il y a de fortes chances qu'ils aient un lien d'intérêt. Or, mon métier, c'est bien, enfin, pardonnez-moi cette personnalisation excessive, mais le métier du CEPS, c'est bien de discuter avec les industriels. Donc, si je leur fais remplir une DPI qui a des liens d'intérêt, la question c'est qu'est-ce que je fais de la DPI? Est-ce que j'arrête de leur parler parce qu'ils ont un lien d'intérêt? Ou est-ce que je considère que la fourniture d'une DPI dans ces cas-là est superfétatoire? Parce que de toute façon, je sais que l'interlocuteur qui est en face de moi a un lien d'intérêt, et il l'a par essence, puisqu'il est là pour défendre ses intérêts dans la négociation tarifaire. Voilà. Donc voilà comment on perçoit le rapport de la Cour des comptes de l'année dernière, avec un sujet central qui peut intéresser la mission, c'est qu'effectivement, il y a une question de coordination des dispositions législatives qui s'appliquent au CEPS entre les dispositions de 2011 et les dispositions de 2004. Voilà, mais je ne suis pas sûr que ce soit un sujet central. Enfin, en tout cas, on fonctionne à ce jour avec les dispositions qui existent. Voilà. Et on a la même question, puisque vous ne me posez pas la question, mais je vais l'introduire quand même, avec la question du répertoire des représentants d'intérêt. Pardonnez-moi, pour le reste de l'entretien, je vais dire lobbyiste. Donc l'objet, c'est bien d'avoir une cartographie des rencontres entre les lobbyistes et les acteurs publics, au sens large. Le CEPS est intégré dans les personnes qui peuvent faire l'objet d'une déclaration. Alors, ça pose deux sujets. Le premier, c'est que, compte tenu de ce que je disais au départ sur la situation juridique extrêmement particulière du CEPS, le rattachement du CEPS au répertoire des représentants d'intérêt se fait par les obligations déclaratives sur le patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait, la déclaration d'intérêt ne peut se faire que sur les 3 personnes du CEPS qui sont soumises à la déclaration de patrimoine, c'est-à-dire le président et les 2 vice-présidents. Donc, si jamais le laboratoire est reçu par un de mes collaborateurs, ça ne tombe pas sous le coup de la réglementation. Bon, je ne pense pas que ce soit dramatique, mais voilà, il y a un sujet. Le deuxième sujet, qui est pour moi beaucoup plus concret, c'est quelle est la nature de mon activité. Et la HATVP, enfin la Haute Autorité de la Transparence pour la vie publique, a commencé à le dire. Mon activité, l'activité du CEPS, elle est prévue par la loi. C'est-à-dire que la négociation du prix, c'est une disposition législative qui prévoit explicitement que le prix est fixé par convention. Enfin, que le droit commun, c'est que le prix soit fixé par convention entre le laboratoire et le CEPS, et qu'en cas de désaccord, éventuellement, une décision unilatérale puisse être prise. Donc, cet arrêté de prix, enfin, cet avenant est un acte administratif, donc il tombe bien sous le coup de la représentation des intérêts. Mais est-ce que est-ce que les laboratoires doivent déclarer toutes les réunions que nous avons ensemble pour négocier un prix? Voilà. Et donc là, on a besoin d'une clarification. On tombera du côté où on nous dira de tomber. Si les laboratoires doivent tout déclarer, ils déclareront tout. Si cette activité n'est pas... puisque en fait, les premières consultations faites par la Haute Autorité consistent à dire que les démarches auprès de l'ANSM pour les autorisations de mise sur le marché, auprès de la HS pour l'évaluation, auprès du CEPS pour les prix, étant prévus par la loi, ce n'est pas du lobbying, pour le dire très crûment. Mais on va avoir besoin que cette interprétation soit confirmée. Par ailleurs, autant on tombe dans quelque chose d'assez clair sur la négociation de prix d'un médicament, autant nous rencontrons le syndicat des laboratoires pharmaceutiques, le LEM. Je pourrais tenir le même raisonnement côté des dispositifs médicaux, c'est le parallélisme des formes est le même. Donc voilà. Donc, est-ce que quand nous rencontrons le LEM pour parler de l'accord cadre qui régit les règles de fixation des prix, on est dans le cas de la représentation des intérêts, ou est-ce qu'on est dans le cas de la procédure tarifaire? Voilà les questions extrêmement concrètes auxquelles nous sommes confrontés pour la mise en œuvre, non pas des dispositions sur la déontologie dont je parlais précédemment, qui elles sont assez claires, en tout cas pour la DPI, la délégation de patrimoine, etc., mais par les évolutions de la législation qui sont intervenues l'année dernière. Voilà. Je continue. D'accord. Donc ensuite, vous m'interrogez sur le fonctionnement de la base de données publiques Transparence Santé. Moi, je n'ai pas d'avis sur Transparence Santé, puisqu'en fait, ce n'est pas dans le champ du CEPS. Voilà. Mais c'est un cas intéressant et qui mérite de s'arrêter 30 secondes. Donc, en fait, on demande au laboratoire de déclarer leurs relations avec les professionnels de santé. Bon, un cas de figure intéressant parce qu'à ma connaissance, c'est la seule base qui existe où on demande à des personnes, on demande à déclarer des revenus de personnes
qui ne sont pas des agents publics et qui ne participent pas à la décision publique. En fait, votre médecin généraliste, il peut tout à fait être invité à un congrès par un laboratoire ou à un déjeuner, enfin, que sais-je. Voilà. Et par ailleurs, il ne participera pas à l'expertise, il ne participera pas à la décision publique, et pourtant on lui demande de déclarer ses notes. Donc, il y a un sujet protection de la vie privée qui mérite d'être discuté, surtout si on va plus loin dans les déclarations. La question a été tranchée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a déclaré que l'équilibre entre les obligations de transparence et la protection de la vie privée était trouvé et que la situation du champ de la santé justifiait cette situation. Donc je me permets ce détour parce que je voudrais vous donner un exemple extrêmement concret des situations dans lesquelles on peut se trouver. Puisqu'en fait, là, on a parlé de la loi de 2011, on a parlé de la loi de 2017 sur la représentation d'intérêt. Il faudrait rajouter anti-cadeau, donc la loi Evin de 93. Voilà. Donc, en fait, mon métier, c'est de parler avec les industriels. Donc, en fait, ce métier, on l'exerce de deux manières. On l'exerce par les relations bilatérales et par des relations collectives. C'est-à-dire qu'en fait, 2 fois par an, on va donc, une structure qui est de formation professionnelle. Ne me demandez pas comment elle est financée, je ne le sais pas. Enfin, même si a priori c'est l'argent des laboratoires, c'est l'argent de la formation professionnelle des laboratoires qui finance cette structure. Et nous allons devant les cadres de l'industrie pour leur expliquer quelles sont les attentes du CEPS pour préparer un dossier. Voilà. Nous ne sommes pas les seuls à le faire. Je veux dire, tout le champ sanitaire se déplace 1 fois ou 2 fois par an pour leur dire voilà l'évolution des règles, voilà ce qu'on attend de vous, etc. Donc, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais à la réunion d'IFIS pour leur expliquer la régulation 2017, la régulation 2018, qu'est-ce qu'on attend d'eux, quelles sont les évolutions, notamment dans le cadre des mesures que le Parlement pourra adopter cette semaine avec le PLFSS pour 2018. Donc, je vais à l'IFIS. J'ai une incertitude sur le fait de savoir si je dois le mettre dans ma DPI ou non. Est-ce que j'ai un lien d'intérêt à déclarer quand je vais exercer mon métier devant 200 cadres de l'industrie pharmaceutique? Je pars à l'heure du déjeuner pour être sûr qu'on ne me reproche pas d'avoir déjeuné. Donc, voilà, je reviens après. Voilà, et je m'assure que le repas n'a pas été payé par un laboratoire et que suivant la pratique administrative qu'ils ont, ils ne pointent pas le nombre de gens qui ont effectivement mangé, mais ils donnent la liste de tous les participants, que vous soyez resté au déjeuner ou pas. Voilà. Donc, concrètement, voilà les sujets auxquels on est soumis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je vous décris le mécanisme au quotidien. De la même manière, mes prédécesseurs, je parle des anciens présidents du CEPS, pouvaient être invités à déjeuner par l'association, par exemple, des laboratoires américains installés en France. Je suppose qu'il vous arrive d'avoir des déjeuners professionnels. Voilà. C'est plus pratique de réunir les 10 ou les 14 laboratoires américains opérant en France. Donc, on parle du PDG de la filiale. À l'heure du déjeuner, voilà. Aujourd'hui, je décline ces invitations-là parce que, en fait, je pense que je ne peux pas être invité. Et par ailleurs, je n'ai pas les crédits pour payer le repas. Voilà. Donc, voilà des choses qui peuvent vous faire sourire, évidemment, mais c'est un peu fait pour, mais qui sont des choses extrêmement concrètes auxquelles nous sommes confrontés dans un champ qui est hautement sensible, qui est celui des relations des autorités publiques avec les laboratoires pharmaceutiques. Donc, sur la base de transparence, moi, je n'ai pas de commentaires plus avant à formuler. Sur la Cour des comptes, évidemment, nous avons tiré les conclusions du rapport de la Cour des comptes, et donc nous les avons tirées de manière extrêmement pratique. C'est qu'aujourd'hui, a priori, nos DPI sont à jour. Avec une petite difficulté, là encore, je vous raconte la vie quotidienne, mais c'est la nôtre, c'est que nous devons laisser sur le site internet les déclarations pendant 5 ans. C'est-à-dire que vous trouverez sur le site internet, enfin sur la page du CEPS, du ministère, mais c'est valable pour les autres instances, à la fois les gens qui participent actuellement aux travaux, qui sont les seuls pour lesquels la DPI soit actualisée, mais vous trouverez aussi les gens qui étaient là au cours des 5 dernières années. Et donc, vous allez trouver des DPI qui ne sont pas actualisés depuis 2013-2014, parce qu'en fait, les gens ne siègent plus au CEPS. Et donc, on maintient la publication de la DPI, mais on ne l'actualise plus. Donc, on a fait ça. Deuxième chose qu'on a fait, qui permet de faire le lien avec la question sur le rapport du déontologue, c'est qu'en fait, la déontologie est maintenant le premier point de l'ordre du jour. Voilà. On commence la réunion en s'assurant que tous les liens d'intérêt qui pouvaient demander le report
enfin, qu'une personne se déporte, pardon, et pas le report, qu'une personne se déporte, sont bien identifiés avant la réunion, et que donc au moment où on arrivera au dossier concerné, on demande à la personne de se déporter et de revenir à la fin de l'examen de ce dossier-là. Donc le sujet du déport, c'est qu'en fait nous sommes calés sur la pratique mise en œuvre au ministère, dans le champ du ministère des Affaires sociales. Donc c'est la pratique. On peut participer aux parties de la réunion qui ne concernent pas le lien d'intérêt et on se déporte au moment de la réunion. Par ailleurs, donc vous soulignez à juste titre que le rapport de M. Bardou comporte 7 mesures. Alors, le rapport de M. Bardou soulève des difficultés, non pas parce que des difficultés pratiques. C'est-à-dire que la spécificité du CEPS, c'est de réunir à la fois des administrations du champ social, donc la direction de la sécurité sociale, qui d'ailleurs est sous double tutelle Santé Bercy, la direction générale de la santé, la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, qui est sous tutelle Bercy, la direction générale des entreprises, qui est sous tutelle Bercy, les caisses d'assurance maladie, donc régime général et RSI MSA, donc le RSI existe, RSI MSA, qui eux ne sont pas des agents publics, mais des agents sous contrat privé. Donc comment rentrent-ils sous le champ des obligations déontologiques des fonctionnaires? Et par ailleurs, un représentant des assureurs complémentaires en santé, qui lui est très clairement un salarié de droit privé. Donc une des recommandations, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une des recommandations de M. Bardou, c'est de dire qu'il faut informer les gens, avant qu'ils commencent à siéger au CEPS, des obligations déontologiques qui vont s'imposer à eux, et surtout, puisqu'en fait, la fonction publique fonctionne avec un certain nombre de contractuels, informer les contractuels pour qu'à la fin de leurs 3 ans de contrat, enfin, pour qu'ils ne découvrent pas à la fin de leurs 3 ans de contrat que le secteur privé leur est fermé. Enfin, en tout cas, le secteur privé, laboratoire pharmaceutique, industriel l'UDM leur est fermé, mais qu'on leur dise avant qu'ils arrivent et donc qu'ils fassent leur choix en connaissance de cause. Donc, le rapport de M. Bardou, pour le mettre en œuvre, j'ai saisi la direction des affaires juridiques de Bercy pour leur dire voilà les règles qui s'imposent au CEPS. Est-ce que la DAJ de Bercy a les mêmes interprétations que la DAJ du ministère des Affaires sociales sur le sujet? En fait, ce sont des agents qui ne relèvent pas du champ du ministère des Affaires sociales. Et par ailleurs, M. Bardou lui-même, c'est le métier du déontologue, et encore plus quand il est conseiller d'État, réfléchit sur la situation juridique dans laquelle sont les agents des caisses de sécurité sociale, puisqu'on est là dans un système de règles déontologiques qui est différent de celui qui s'applique à l'État et aux autres fonctions publiques, enfin à la fonction publique au sens large. Voilà. Donc le rapport de M. Bardou, il y avait des dispositions qu'on avait mises en place, et il y en a d'autres sur lesquelles la réflexion se poursuit, et notamment se poursuit par des échanges avec d'autres acteurs que le ministère, le champ des affaires sociales. Et ça m'amène d'ailleurs à vous faire les mêmes réponses sur les contacts qu'on peut avoir avec le référent déontologique du ministère des Affaires sociales. C'est-à-dire que le référent déontologique du ministère des Affaires sociales, sa compétence, elle est nette, claire et sans discussion pour les agents qui relèvent du ministère des Affaires sociales. C'est moins clair pour les agents de Bercy qui viennent siéger au CEPS. Même s'ils ne contestent pas les règles qui leur sont applicables. Mais on a un sujet de discussion qui est lié au caractère interministériel du CEPS. Voilà, vous me demandez quels sont mes liens avec la commission de déontologie de la fonction publique et de la HATVP. Mes liens avec la HATVP, ils sont assez réduits, c'est-à-dire que moi j'en suis à ma 3e déclaration de patrimoine, donc voilà, c'est mes seules relations avec la HATVP. À ce jour, je suppose que la question n'était pas celle-là, mais plutôt de savoir si on les avait saisis pour une clarification des règles ou sur des questions spécifiques. Donc à ce stade, la réponse est non. Nous attendons, mais c'est une réflexion qui est conduite directement au niveau du ministère, des clarifications sur la question du répertoire des intérêts. Et donc ça, c'est le secrétaire général, à la dernière réunion à laquelle j'ai participé, c'est le secrétaire général du ministère qui devait rentrer, et la direction des affaires juridiques qui devait rentrer directement en contact avec le président de la HATVP pour le solliciter sur ces questions d'interprétation-là. Et de la même manière, sur la commission de déontologie, nous n'avons pas à ce stade de relation avec la commission de déontologie. Il y a eu 2 cas l'année dernière de membres du CEPS qui ont quitté le CEPS et qui étaient tous les deux des contractuels, qui tous les deux souhaitaient rejoindre le secteur privé. L'un d'entre eux a rejoint le secteur privé, pas l'autre, mais en fait, ils ont été gérés directement par leur service et non pas par le comité. C'est bien leur service
qui devait faire la démarche auprès de la commission de déontologie. Et comme j'avais l'occasion d'en discuter avec Monsieur le Président en aparté avant le début de la réunion, en fait, on ne sait pas quelles sont les décisions de la commission de déontologie. Enfin, on ne connaît pas le dispositif que la commission de déontologie a déployé pour autoriser la personne qui a eu le droit de partir dans le privé. Et donc, on ne sait pas quelles sont les règles. On suppose qu'il y a des règles où cette personne ne doit plus nous adresser la parole de manière professionnelle, mais elles ne sont pas connues. Donc, on les applique par défaut. Enfin, il se trouve que cette personne n'a pas à prendre contact avec nous régulièrement. Enfin, n'a pas à prendre contact du tout avec nous, d'ailleurs. Donc voilà, mais la commission de déontologie, pour nous, aujourd'hui, c'est un organisme auquel on s'adresse quand on a une situation qui impose de passer par la commission pour rejoindre le secteur privé. Alors, ensuite, vous me posez la question du principe général de l'alerte. Voilà. Ce que je viens de dire, je crois, montre qu'avant l'alerte, il y a d'autres dispositions, et notamment les obligations déclaratives que je viens d'évoquer, donc y compris la basse transparence d'ailleurs, puisque donc quelqu'un qui va être, enfin aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite être membre du CEPS va devoir remplir une déclaration publique d'intérêt. Donc on va regarder sa déclaration pour s'assurer qu'il n'a pas de lien et donc potentiellement pas de conflit. Enfin, en tout cas que les liens ne posent pas de problème. Par exemple, on va s'assurer qu'il n'y ait eu aucune rémunération de l'industrie qui poserait un problème majeur. Si c'est un professionnel de santé, on va regarder la basse transparence, mais comme un utilisateur lambda, pour vérifier quelle est sa situation et quelles sont les relations qu'il a pu entretenir avec le laboratoire. Voilà. Alors après, là où la situation est difficile, assez paradoxalement, c'est avec les étudiants. C'est-à-dire que nous sommes sollicités par un certain nombre de stagiaires qui font des études de santé, principalement des études médicales ou des études pharmaceutiques, et nous sommes amenés à recruter un certain nombre d'étudiants fraîchement diplômés, donc tout de suite à la sortie des études. Or, aujourd'hui, quand on fait des études de médecine ou quand on fait des études de pharmacie, le stage en entreprise, et donc en entreprise de santé, est quasiment obligatoire. Donc la question qu'on se pose, et sur laquelle M. Bardou, notre déontologue, se penche, c'est de savoir quelle est l'intensité du lien qu'un étudiant en pharmacie de 3e année a pu entretenir lorsqu'il a fait son stage dans un laboratoire pharmaceutique, voilà, en sachant qu'on le recrute en 5e ou en 6e année, donc voilà, plusieurs années après. Voilà. Donc on a très concrètement ces questions-là qui se posent à nous, et on a après la question de savoir s'il vient faire un stage de plusieurs mois chez nous, quelles sont les contraintes qui s'imposent à lui en termes de déontologie. Parce qu'a priori, ce n'est pas un fonctionnaire, a priori, mais est-ce qu'il tombe dans la catégorie des agents contractuels? Est-ce qu'un stagiaire est un agent contractuel de la fonction publique? Je n'ai pas creusé la question, mais on voit bien que c'est typiquement la question qui va se poser à nous. Et à travers cet exemple-là, je soulève une question qui pour nous est extrêmement complexe, qui est celle du futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir des pratiques qui sont tout à fait conformes à ce qu'on comprend de l'interprétation de la législation. Nous n'avons aucune garantie qu'on ne nous les reprochera pas dans 18 mois ou dans 24 mois, en nous disant non, il fallait une interprétation, puisqu'en fait personne n'interprète les règles officiellement. Personne ne peut nous garantir que dans 18 ou 24 mois, on n'aura pas une interprétation plus restrictive, plus sévère de la réglementation, et on dira mais là, votre stagiaire, il aurait dû passer en commission de déontologie, vous ne l'avez pas fait, ou là, vous êtes allé à la réunion de l'IFIS, vous auriez dû le déclarer dans votre DPI, c'est un lien d'intérêt manifeste. Voilà. Et ça, de manière générale, ça pose la question de l'objet des dispositions dont nous sommes en train de parler. Il n'y a aucun doute sur leur intérêt et leur nécessité. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'elles sont là pour protéger les agents publics. Mais en même temps, elles les fragilisent. Elles les fragilisent parce que chaque fois, nous devons nous assurer que nous avons bien respecté l'ensemble des obligations qui s'imposent à nous. Et donc, ça suppose de les avoir acquises, d'avoir fait une pédagogie nécessaire, d'avoir des textes législatifs très clairs qui nous permettent de comprendre immédiatement quelles sont les obligations qui s'imposent à nous. Voilà. Et quand j'ai dit que ça nous fragilise, c'est pas le savoir, c'est pas une question d'état d'âme.
c'est est-ce qu'on ne va pas perdre au contentieux au Conseil d'État sur une règle de forme que nous avons mal respectée? C'est ça. Est-ce que, c'est typiquement les arrêts du Conseil d'État qu'on a pu connaître à une époque où l'addition du CEPS est cassée par le Conseil parce que le quorum n'a pas été respecté. Voilà. Le Conseil ne juge pas sur le fond, le Conseil juge sur la forme. À partir du moment où on multiplie les obligations de forme, nous avons comme obligation, c'est normal, je n'en discute pas le fondement, de respecter ces obligations de forme. Ça renvoie à la question des moyens, ça renvoie à la question de l'information, ça renvoie à la question de la pédagogie. Voilà. Après, sur la question des lanceurs d'alerte, je n'ai jamais eu à traiter ce sujet-là, donc je suis assez mal à l'aise sur quelle est la portée. Voilà. Moi, il y a une partie qui est pédagogie, information, échange d'informations. Enfin, typiquement, le début de la réunion du CEPS, où si jamais le secrétaire général qui fait le pointage des liens d'intérêt des membres a oublié quelqu'un, il est évident que la personne qui a été oubliée doit se déclarer et dire non, je vous rappelle que, voilà. Après, quand on rentre dans des choses qui sont du délit ou de la faute, voilà, je n'ai jamais été confronté à ce sujet, donc j'ai un peu de mal à vous répondre sur les lanceurs d'alerte. Et de la même manière, d'ailleurs, sur les sanctions, et quant à la question 11, je crois qu'elle a été assez largement irriguée par mes réponses précédentes sur la nécessité, effectivement, d'avoir des règles les plus claires et les plus intelligibles possibles, de manière à ce que leur application ne soulève aucune difficulté d'interprétation. Bien, merci. J'ai une première question qui est un petit peu bateau, mais vous avez de nombreux déports chaque année dans les délibérations que vous prenez ou... Vous évoquiez tout à l'heure le cas des déports, et une deuxième question en lien. Est-ce qu'il existe aussi des procédures de récusation de la part du laboratoire ou qui refuserait que tel membre participe à la prise de décision parce qu'il aurait des liens avec un autre Alors, clairement, la réponse à votre deuxième question est non. Je n'ai pas de demande de récusation des laboratoires. La réponse à votre première question, c'est j'ai aujourd'hui 3 personnes côté médicaments dont on considère qu'ils ont des liens d'intérêt qui peuvent justifier un déport. Et donc, 4, sur grosso modo une vingtaine de personnes. Voilà. Et donc, on les gère au quotidien, en sachant que sur ces 4 personnes, j'en ai 2, c'est un lien qui est lié à leurs études, et une troisième, c'est un lien qui est lié à ses parents. Donc, voilà. Pardon, excusez-moi. Oui, par ailleurs, il y a des sujets auxquels nous ne sommes pas confrontés du fait de la composition du CEPS. Et je parle des personnes là, et non pas de la composition administrative. Mais on pourrait tout à fait se trouver dans des gestions de conflits publics-publics. Par exemple, vous savez qu'il y a une entreprise publique qui exerce une activité de laboratoire pharmaceutique, qui est le laboratoire français de biotechnologie, donc le LFB. Il y a des représentants du ministère, de Bercy, qui siègent au conseil d'administration du LFB. On pourrait se trouver dans des situations où la personne qui siège au conseil d'administration du LFB siège au CEPS. Et on pourrait se trouver d'ailleurs côté santé là, dans le même cas de figure, si des gens de la Direction générale de la santé siégeaient au conseil d'administration de l'établissement français du sang, qui vend le plasma au LFB et que le LFB commercialise. Une autre question, vous disiez tout à l'heure, vous aviez une difficulté quand vous échangez avec certains interlocuteurs, de par le fait que vous ne connaissez pas l'avis qui a été rendu par la commission de déontologie. S'il a été autorisé à l'exercer pour le laboratoire, mais avec des réserves, vous ne les connaissez pas. Alors, j'aurais aimé connaître votre point de vue personnel, sans que ça engage votre institution, sur ce cas-là. En fait, comment régler le problème par une publicité, par une interdiction À ce stade, déjà, le problème est réglé de manière pragmatique. C'est-à-dire que, de par mon expérience professionnelle, j'ai vu un certain nombre de personnes proches passer devant la commission de déontologie. Et donc on sait que, traditionnellement, la commission de déontologie dit à minima, vous n'avez plus le droit de rentrer en relation professionnelle avec les personnes que vous avez fréquentées précédemment pendant 3 ans. Voilà, donc, pour revenir au cas de figure que vous me présentez, ne connaissons pas la décision de la commission de déontologie de la personne visée. Je suppose qu'à minima, la commission de déontologie a posé cette réserve. Voilà, mais je suppose. Et j'applique par défaut cette règle-là. Voilà. Après, un minimum
la publicité aurait un double avantage. Un, répondre à la question que vous soulevez. Deux, nous permettre de connaître les règles qui sont applicables au passage dans le privé pour ceux d'entre nous qui pourraient être intéressés par la question. Voilà, enfin, il y a un moment, voilà, mais après, c'est une question de jurisprudence de la commission plus que de publicité. Oui, puis même d'ailleurs de vous protéger, vous. Tout à fait, aussi, non, tout à parce fait. que Non, mais si vous n'êtes pas en mesure de savoir les obligations qui non, s'imposent à mais votre tout à fait, non, mais interlocuteur, c'est difficile pour vous c'est d'adapter. le souci principal. Enfin, moi, Oui. c'est ce que je vous disais précédemment. C'est-à-dire que notre souci, c'est qu'effectivement, ces règles doivent nous protéger et pas nous fragiliser. Pardon pour mon retard de tout à l'heure. Oui, vous avez dit que les contractuels chez vous, ce que j'ai compris en tout cas, n'avaient pas le droit d'aller travailler dans le privé pendant un certain temps. Enfin, ça faisait partie des... Vous avez dit que d'où viennent ces dispositions? Ces dispositions propres que vous appliquez? Pour moi, excusez-moi, j'ai amené un peu de documentation pour être sûr. Pour moi, la loi du 21 avril 2016 a inclus les contractuels dans le champ de la commission de la déontologie. Donc, la question est... non, mais sur ces sujets-là, il faut être clair sur un point, c'est que nous avons toujours l'interprétation la plus intensive. Je veux dire, voilà, pour être sûr de se protéger. Voilà. Vous savez que la fonction publique fonctionne avec un certain nombre de contractuels. Enfin, au ministère de la Santé, typiquement, les contractuels sont plutôt des professionnels de santé. Donc, les contractuels, c'est un contrat de 3 ans, éventuellement renouvelé. Donc, la question, elle est double. C'est la question de l'attractivité, du maintien de l'attractivité du ministère de la Santé, de manière à ce qu'on continue à recruter des cadres contractuels de haut niveau. Et la deuxième, c'est effectivement de s'assurer qu'ils ont été clairement informés des dispositions qui s'appliqueront à eux à l'issue de leur contrat, avant le démarrage du contrat. C'est en tout cas le souhait exprimé dans le rapport du déontologue tel qu'il a été publié au milieu de cette année. Bien sûr, je voulais votre avis très opérationnel sur le répertoire numérique des représentants d'intérêt, même si son existence est très très récente, je vous l'accorde. Enfin, comment, en tout cas, comment vous intégrez dans votre travail, vos réflexions sur cet outil, à quoi, par définition, le CEPS effectivement est un lieu de concertation, d'échange avec les professionnels. Ce répertoire ne crée d'obligation que par la loi, hein, que pour les professionnels de se déclarer, et encore pas tous, puisque le décret du 9 mai ouvre une espèce d'immense exception dans laquelle vous pourriez considérer que quelqu'un qui demande à bénéficier d'un droit, de quelque chose auquel il a droit, est exclu du champ du répertoire d'intérêt. Donc, à la limite, vous pourriez, ça pourrait sortir pas mal de monde de son champ. Le répertoire, il n'y a pas en revanche, en termes de la loi, d'obligation pour les personnes publiques démarchées, objet de lobbying, de consultation de ce répertoire. Donc, je veux savoir dans vos réflexions, quelle place il trouve. Pour reprendre la première partie de votre intervention, je vous remercie de l'interprétation que vous faites du décret, mais moi je considère que le CEPS ne peut pas faire seul cette interprétation, et donc j'ai besoin d'avoir une autorité de tutelle qui me confirme cette interprétation, et auquel cas je devrais considérer que nous ne sommes pas exclus du champ. La deuxième chose, c'est que j'entends bien, et d'ailleurs c'est comme ça que ça a été présenté dans les premières réunions internes au ministère, c'est une obligation qui pèse que sur les industriels. Mais il va bien falloir que je sois capable de discuter de ce qui sera déclaré par les industriels. Donc, il va bien falloir à un moment, il va falloir que je sois capable de justifier ce que disent les industriels et d'être en mesure de dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Ce qui suppose donc que le ministère soit capable de me garantir que mon agenda électronique et l'ensemble de ma messagerie électronique soient sauvegardés de manière à ce que je retrouve la totalité de mes rendez-vous de l'année et de mes échanges de courriels avec les industriels. Voilà, et ça, c'est la première étape du répertoire. On voit que depuis 2011, ces questions font l'objet d'évolutions législatives régulières. On ne peut pas préjuger de ce que sera la prochaine évolution législative sur le sujet. Bien. Merci. Je vous en prie.